Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous d'accueillir pour commencer nos deux formatrices, Monia Gaudreau et Mélanie Courtemanche, pour la formation Approche intégrée de l'évaluation en littératie. Alors, bienvenue tout le monde. Voici quelques consignes concernant cette formation. Alors, tout d'abord, veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. Au cours de la formation, on vous invite à mettre votre micro en sourdine et à utiliser la boîte de clavardage pour inscrire vos commentaires ou vos questions. En même temps, vous avez toujours accès aux 10 micros. Alors, si jamais il y avait une question de vive voix, eh bien, on vous l'indiquera et vous pouvez aussi activer votre caméra. Enfin, on aimerait remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible justement cette formation aujourd'hui. L'intro est faite. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et mesdames, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Comme Monia vous l'a dit, elle a mis la présentation dans la boîte de clavardage. Alors, si vous n'y avez pas accès encore, vous pouvez aller la chercher. C'est aussi disponible à travers le code QR qu'il y a à la première page de la présentation. Donc, comme vous le savez, vous avez une formation qui vise à vous aider à développer des tâches qui évaluent les compétences littéraires d'une manière globale, comme le veut le nouveau programme cadre, et comment intégrer chacun des 4 domaines du programme cadre dans une seule tâche évaluative. Donc, c'est le but de la rencontre aujourd'hui. Et ici, si vous voyez dans le bas, il y a un lien vers le formulaire de présence. Je vous invite à cliquer dessus, à aller indiquer votre nom. C'est pour vous, en fait. Donc, ça va revenir. Là, on l'a remis à différentes pages. Et comme vous avez déjà la présentation, vous pouvez aussi y retourner éventuellement. Je crois même que le lien est vers la fin aussi, là, donc pour ceux qui oublieraient de le faire au début. Donc, vous voyez nos belles photos. Vous avez sûrement lu en préliminaire qui on était, mais je vais juste me présenter rapidement. Je suis Mélanie Courtemanche, j'ai plus de 26 années en éducation. J'ai enseigné de la maternelle à la 6e année, j'ai fait tous les niveaux et l'enseignement ressources. J'ai aussi été conseillère pédagogique en évaluation et dans l'équipe tactique de la maternelle à la 12e. J'ai aussi été directrice d'école au secondaire. En fait, au secondaire, j'ai été direction adjointe et à l'élémentaire, directrice. Présentement, je suis en retraite anticipée et je travaille comme consultante en éducation. Je suis conceptrice pédagogique, rédactrice, formatrice, donc tout ce qui se concentre sur le monde de l'éducation, c'est ma passion et j'en mange. Je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Mes parents étaient dans l'enseignement. J'ai enseigné ma première leçon à l'âge de 11 ans dans sa classe. Alors, je laisse Monia se présenter. Bien, moi, bonjour. Alors, je suis Monia. J'enseigne depuis près de 30 ans maintenant. J'ai de l'expérience à tous les niveaux, tous les niveaux, de la maternelle à la 8e année. J'ai aussi été enseignante ressources, aérée en littératie, aussi présentement, et conseillère pédagogique. Présentement, j'enseigne dans une classe de 7e et 8e année. On appelle ça une classe de mise à niveau. Ce sont des élèves qui ont de grands retards académiques. Alors, je travaille beaucoup au niveau de la lecture, l'écriture. Et j'ai 2 ans, hein, c'est drôle, j'ai 2 ans pour les préparer pour la 9e année. Alors, préparer des tâches englobantes, c'est vraiment important pour nous, mes élèves, pour les engager. Et un peu comme Mélanie, bien, la littératie me passionne. Puis, je suis aussi, je pense, tombée dans cette marmite parce on est 2 bourreaux de travail, je pense. Puis, c'est la première fois qu'on anime ensemble, alors je pense que c'est une première. Puis, vous allez nous voir souvent. Alors, bienvenue et merci d'être là la semaine avant de commencer
justement avant l'entrée scolaire. C'est pas toujours facile. On est en train de se, comment je pourrais dire ça, au niveau mental, là, de se préparer mentalement à la rentrée. Alors, bienvenue. N'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage, le micro quand vous voulez. Cette formation-là, c'est pour vous. Exactement. Alors, moi, je vais commencer avec la reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Ontario, Ontario, dérivé du terme Mohawk. Alors, nous reconnaissons que ce terme partagé par les peuples autochtones, cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parle de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, merci. Pour les résultats d'apprentissage, notre but, c'est qu'à la fin, vous soyez en mesure de concevoir des tâches d'évaluation qui intègrent les 4 domaines du programme cadre, d'appliquer des stratégies pour une évaluation qui soit globale et inclusive et de développer des outils qui vont prendre en compte la diversité des apprenants. On veut aussi vous mettre à la tâche, donc vous aider, vous donner du temps pour vous-même commencer à créer une tâche d'activité d'évaluation. Et on est là pour vous appuyer si vous avez des questions. On a aussi du matériel qu'on va pouvoir vous donner du temps pour l'explorer. Donc, on souhaite que cette formation-là soit très utile pour vous. Et si jamais des besoins se présentent en cours de présentation, n'hésitez pas. Alors, on a une première question avec un Slido. Je ne sais pas si vous connaissez Slido, mais si ce n'est pas le cas, c'est un outil interactif qui s'intègre à la fois, que ce soit un PowerPoint dans le domaine sur une plateforme Microsoft ou dans un Google Présentation si vous êtes dans le domaine Google, ça s'intègre. Donc, je vous invite à entrer l'adresse avec le numéro qui se trouve sur la présentation. Vous pouvez aussi utiliser le code QR et nous dire dans vos mots, une phrase, 2 phrases, des mots, quelles sont vos barrières en évaluation de la littératie et qu'est-ce qui vous arrête? Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont vos défis? Et là, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Là. Ça, c'est vraiment pour nous aider et vous aider. Est-ce que, Monia, pendant ce temps-là aussi, pour ceux qui... Est-ce que tu pourrais remettre le lien pour l'acidité? Certainement. Ah, l'acidité. OK. Et même le Slido aussi, dans le fond. Oui. Oh. OK. Le Slido. OK. Donc, je vois écart entre les élèves, effectivement. Et je ne sais pas si pour vous, c'est... J'ai le Slido aussi. Ah, merci. Curriculum très nouveau, oui, puis très chargé aussi comparativement, qui est beaucoup plus détaillé et prescriptif que celui qu'on avait avant, peut-être, ce qui peut être excellent, comme ça peut être un défi pour s'y familiariser. Et les écarts, on s'entend, je ne dois pas être la seule qui pense que depuis la pandémie, ces écarts-là se sont agrandis encore plus, puis on n'en est pas arrivé encore à un temps où est-ce que nos classes sont plus homogènes, disons. Le manque de ressources, évaluer efficacement, avec efficacité. Ah, peu de ressources, ça revient encore. Vous voyez, je vais vous donner de l'espoir tout à l'heure à ce sujet-là. Le temps, oui, c'est long. C'est long, bien évalué, bien planifié pour le faire aussi. C'est un investissement, mais effectivement, ou même le temps pour réfléchir et le temps pour
pour bien planifier, pour explorer des nouvelles ressources. Donc, même quand on en a beaucoup, se familiariser avec tout ça, c'est pas toujours facile. Des élèves avec des PEI, des élèves qui auraient besoin de PEI, ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc, je pense que ce sont les défis qui viennent, les grilles d'évaluation. Yann, je vois, José, tu lèves la main. Est-ce que tu aimerais parler? Est-ce que tu aimerais le dire à la place? José Mercier, je vois ta main levée. OK. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. OK, OK. Bon, j'ai jamais utilisé Slido, c'est la première fois. Puis quand je clique sur le lien, j'arrive pas à voir les réponses, là. J'arrive pas à participer. Bien, José, si tu souhaites, fais juste écrire dans le clavardage qu'est-ce que tu aurais voulu ajouter dans le Slido. OK, mais comment ils ont fait les autres? C'est que quand vous entrez, vous cliquez sur slido.com et ils devraient... Oui, ensuite, ils vont... Et on met le numéro là? C'est ça, exactement. Oh, OK, OK, merci. 1,5. OK, merci. Donc, je vois les repères comme les copies, le temps, le programme chargé, le type d'évaluation, les grilles d'évaluation. Est-ce que c'est... J'ai coupé le lien pour avoir seulement... Oui, c'est ça. On entre seulement slido.com et ensuite on entre le semestre qui est court. Oui, merci. Encore un manque de temps des fois pour tout couvrir. Hein? Le manque... Là, j'ai des bouts de phrases comme n'est pas le français, le manque de point 2. Est-ce que vous aimeriez préciser parce que il me manque le bout de votre phrase? Oui, en effet. Il y a un nombre limité de caractères et de longueur entrée, parce que moi non plus, je voulais ajouter d'autres choses avec le temps, puis ça ne m'a pas permis de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il manque des bouts. Manque de J'ai point. fait l'ajout dans le... J'ai fait l'ajout dans le clavardage. Merci, Cathy. Il a fallu que je choisisse un autre format. J'avais pas remarqué que ça nous coupait le nombre de caractères. Désolée pour ça, c'est moi la responsable. Le manque d'interaction avec nos élèves parfois, dépendant du niveau. Hein. Ceux qui enseignent en 7-8 parfois ont plusieurs groupes, puis voient leurs élèves très peu, beaucoup moins qu'un enseignant à l'élémentaire qui peut voir sa classe toute la journée. Josée, est-ce que tu avais encore une question ou c'est juste parce que tu dois laisser ta main levée? Les élèves dont la langue première n'est pas le français, c'est un bon point. Oui. Je pense que vous en avez fait ressortir plusieurs défis et ils sont tous réels. En fait, ce que vous notez, c'est la difficulté à faire de la différenciation pédagogique, en fait. Et le manque de ressources, ben ça, on a des bonnes nouvelles pour vous. Attendez. Éventuellement. Ben, en premier, si vous n'avez jamais vu le site Évaluer, différencier, réussir, c'est vraiment un site web qui a été préparé par le Centre Franco et il est vraiment excellent, ce site-là. Il donne des outils clairs sur comment est-ce qu'on peut mettre en pratique d'une manière pratique l'évaluation au service de l'apprentissage en tant qu'apprentissage et de l'apprentissage. Là, je suis sautée, puis je n'ai pas fini de lire toutes les présentations. Là, je viens de voir qu'il y en a qui ont ajouté des commentaires dans la boîte de clavardage. Je n'y arrive pas. Je vais utiliser ce que j'ai. Je n'y arrive pas. Mais j'imagine que vous ne parlez pas de l'évaluation en général ici, mais bien du Slido. Donc, créer les grilles d'évaluation. C'est vrai, ce n'est pas évident. La difficulté à créer une tâche englobante en tenant compte du profil des élèves. Vous avez nommé des défis. Je pense qu'il n'y a personne ici qui ne serait pas d'accord avec ce que vous avez noté. Mais il y a des belles solutions. Donc, dans le temps de travail tout à l'heure, je vous invite fortement à aller cliquer sur le site Évaluer, différencier, réussir. Je vous donne un petit aperçu
de ce que c'est. Donc, si vous voyez, vous cliquez, vous voyez bien le site, Monia? Tout le monde voit le site? Oui, on le voit bien. Oui. Donc, ici, c'est le site du Centre Franco, Évaluer, différencier, réussir. Il y a une vidéo qui l'explique, mais il y a aussi toutes les intentions de l'évaluation. Et si vous cliquez, disons, l'évaluation au service de l'apprentissage, vous voyez qu'on vous présente ce que c'est. Ici, il y a toutes les fascicules qui avaient été préparées originellement par le Centre, mais il y a aussi des activités pratiques. Donc, si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite fortement à y aller. Si vous le connaissez, vous en connaissez. C'est la richesse. Monia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce site? Bien, je dirais qu'il y a vraiment des exemples concrets, prêts, clés en main à utiliser pour enrichir nos pratiques d'évaluation. Marie-Michel, tu dis que tu connais très bien ce site. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ce sujet-là? Tu n'es pas obligé, là, je viens de te mettre sur le spot. Oui. Donc, bien, parce que quand on travaille ensemble en CAP, j'ai la chance de présenter ça aux collègues et on voit les différents types d'évaluation, quels sont, les profs peuvent aller choisir les stratégies vraiment appropriées qu'ils veulent mettre en salle de classe. C'est bien, c'est une richesse. Oui. Donc, j'encourage les gens à visiter. C'est vrai, quand on est dans le feu de la pratique, on ne fouille pas dans les guides, mais les guides nous aident beaucoup. Moi, j'aime fouiner dans les guides. Vous voyez juste à première vue, sans aller en profondeur, qu'il y a des stratégies qui sont expliquées. On parle toujours de la stratégie pense, parle, partage. Si vous avez entendu parler de cette stratégie-là, mais vous n'êtes pas certain comment l'appliquer, c'est décrit ici. Il y a aussi toutes sortes de choses que vous pourriez faire avec cette stratégie-là, comment aller chercher des preuves d'apprentissage, comment donner une rétroaction descriptive qui est efficace. Donc, vous voyez, toutes les étapes du processus d'évaluation sont décrites, explicitées avec des exemples concrets. Donc, je vous invite fortement à aller le voir si vous ne l'avez jamais fait. Je reviens à la présentation. Ici, j'ai remis, pour un rappel, les temps de l'évaluation. Donc, vous voyez que l'évaluation est séparée en 3 temps. L'évaluation au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage et de l'apprentissage. La différence entre les 3, l'évaluation de l'apprentissage, en général, on la connaît, c'est notre évaluation sommative, c'est fait par l'enseignant, c'est la synthèse de ce qui a été vu, c'est l'évaluation de la qualité, c'est la communication du rendement, c'est un portrait récent de ce que l'élève est capable de faire. Mais ce n'est pas la plus grosse partie. En fait, ça devrait être la plus petite au niveau de l'évaluation. C'est qu'on parle d'évaluation puis on pense à une note. Il faut qu'on change cette manière de penser parce que l'évaluation, ça se passe tout le long. Cathy, tu écris « J'ai manqué le nom ». Pour répondre à la question de Chantal. Merci, Cathy. Donc, la partie la plus importante, en fait, c'est l'évaluation au service de l'apprentissage. C'est là où est-ce qu'on devrait... Excusez-moi. Oui? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs Cathy dans le groupe? C'est juste que vous avez dit Cathy et j'ai cru que vous vous adressiez à moi. Non, ben c'est que Cathy Desrosiers a répondu à la question de Chantal Patnaud-Forget dans le chat avant même que je m'y rende. Alors, je voulais la remercier d'avoir fait ça. OK, désolée de vous interrompre. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, l'évaluation au service d'apprentissage, c'est là où on devrait mettre le plus de temps. C'est encore l'enseignante qui l'exécute, mais en même temps, l'élève est un grand participant dans cette section-là, puisque c'est dans cette section-là où est-ce qu'on planifie, qu'on se donne des objectifs d'apprentissage personnel ou professionnel dans notre cas comme enseignant. C'est là où on donne la rétroaction à l'élève, c'est là où est-ce qu'on fait de l'étayage, c'est là où est-ce qu'on fait de la différenciation et c'est là où est-ce qu'on accompagne l'élève, qu'on réajuste notre enseignement, qu'on vérifie si les élèves ont compris. Donc ça, c'est tout au long de l'apprentissage, tout le temps. Donc c'est la plus grosse partie. D'ailleurs, quand on regarde le faire croître le succès et qu'on regarde l'évaluation formative, ce que ça nous dit, c'est que l'évaluation, la note
qu'on donne comme évaluation de l'apprentissage. Ça devrait refléter la tendance. Bien, la tendance, c'est ce qu'on va avoir vu pendant toutes nos évaluations qui sont formatives. Donc, cette tendance-là, donc, elle est là pour appuyer grandement, parce que si notre évaluation de l'apprentissage n'est pas un reflet de cette tendance-là, bien, il faut s'ajuster. Puis à ce moment-là, c'est l'évaluation qu'il faut reprendre, parce que donc l'évaluation devrait être un portrait de cette tendance-là. Tout à l'heure, on va voir aussi le supplément, parce que vraiment, avec ce nouveau format-là du programme cadre, toute cette dimension-là prend toute son importance. Et on va en parler quand on va parler de conception universelle de l'apprentissage, de différenciation, et quand on va parler aussi de tâches englobantes. Et ici, l'évaluation en tant qu'apprentissage, il y a souvent méprise, c'est la partie de l'élève, ça, l'évaluation en tant qu'apprentissage. C'est l'évaluation par les pairs, c'est l'auto-évaluation et c'est quand l'élève se donne un objectif d'apprentissage personnel. Ça, c'est l'élève qui le fait. Donc, c'est sa partie. Puis ça aussi, ça se passe pas mal tout le long aussi. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, je poursuis. Ben, en fait, c'est Monia. Bien, justement, quand on parle d'évaluation, il y a toute la conception universelle de l'apprentissage qui n'est pas un concept qui est nouveau, mais qui revient vraiment, qui permet de répondre à plusieurs besoins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par écouter une vidéo. C'est une vidéo de 5 minutes. Pendant cette vidéo, on vous invite à prendre quelques notes parce qu'après, il va y avoir un Padlet. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez retenu de la conception universelle de l'apprentissage. Et vous allez voir, je pense que ça va répondre beaucoup aux barrières. Tantôt, quand Mélanie vous a posé la question, quelles sont vos barrières en évaluation de la littératie? C'était, bien, une des barrières disait, bien, les élèves, hein, il y a beaucoup de différences dans nos élèves, ils ne parlent pas français, les PEI, mais quand on va penser, quand on va planifier en fonction de cette conception universelle de l'apprentissage, vous allez voir que la diversité maintenant, hein, le titre le dit bien, la diversité des apprenants n'est plus, elle est la norme maintenant et non l'exception. Alors, écoutez la vidéo, vous allez voir que c'est, Mélanie va la démarrer, mais je vais aussi je vais mettre le lien dans le chat, dans le clavardage, au cas où que vous n'entendez pas bien, OK? Excusez-moi, c'est Louis qui parle. Peut-être juste la mettre dans la boîte de clavardage pour que les gens puissent avoir accès puis leur dire quand est-ce qu'on va revenir parce que l'Internet n'est pas stable. Donc, okay. Ça serait peut-être juste une distraction. Donc, moi, je suggère que tout le monde cliquez sur le lien dans la boîte de clavardage et puis on va revenir à quelle heure à peu près, mesdames? Dans 6 minutes, ça prend 5 minutes et quelques, la vidéo. On se donne 6 minutes. Parfait. Donc, 9h31, on revient. OK. Vous avez le lien, tout le monde? Merci, Louis. Monia, peut-être mettre ton micro en sourdine, on entend le clic-clic de ton clavier. Mon petit clic-clic. C'est beau, merci.
Tellement les gens aujourd'hui. Encore une minute. Alors, il est maintenant 9h31. Alors, suite à l'écoute de cette excellente vidéo sur la CEA, on vous invite à rejoindre le Padlet juste pour écrire qu'est-ce que vous retenez de la vidéo d'introduction sur la conception universelle de l'apprentissage. Juste quelques mots. Je vous ai donné le lien dans le clavardage. J'aime bien voir la norme qui est maintenant la diversité. Pour moi, ça change vraiment ma perspective comme enseignante.
Parce qu'on dit bien dans la vidéo que l'élève type n'existe plus. Hein. Les recherches ont prouvé qu'il y a tellement de diversité, la diversité de cerveau, qu'il n'y a plus d'élève type. Éliminer les barrières, être flexible, l'inclusion, la CUA permet vraiment de répondre aux besoins des élèves. Et quelqu'un disait, ben, c'est ça, éliminer les barrières, je pense que c'est un mot-clé parce que lorsqu'on dit éliminer les barrières, ça veut dire que lorsque je fais ma planification à rebours, lorsque je réfléchis à ce que je veux justement évaluer, je vais tout de suite penser à quelles sont les barrières qui pourraient empêcher un élève d'apprendre. Planifier en fonction des besoins d'un élève est bénéfique pour l'ensemble des élèves, exactement, parce qu'on parle de différenciation pédagogique qui est aussi inclus dans la CUA. Mais parfois, la différenciation, c'est qu'on va penser pour les besoins d'un élève ou deux élèves en particulier, mais dans la conception universelle de l'apprentissage, c'est que je vais voir les besoins d'un élève et je vais les mettre pour répondre, je vais les mettre pour l'ensemble de mes élèves. La diversité des besoins, je pense que ça répond bien une planification adaptée pour l'ensemble des élèves. Ça donne une belle posture justement pour planifier, faire une planification qui est davantage englobante. Bien connaître le profil de classe pour éliminer les barrières, pour optimiser l'apprentissage, il faut connaître nos élèves, réfléchir. De quoi mes élèves ont besoin? Alors, Mélanie, si tu veux juste passer à la prochaine diapo, justement. Je voulais juste ajouter oui. un des commentaires que j'ai vu dans la boîte de clavardage qui était intéressant, qui était de donner aux apprenants dès le départ les outils dont ils auront besoin pour réussir, au lieu d'avoir à être en réaction, de pouvoir leur donner d'avance les outils qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir avancer. Et voilà. Oui. Est-ce que c'est ce que tu veux voir ici? La prochaine. Celle-ci? Non, l'autre. Oh, peut-être que. Oui, c'est là. OK, parfait. Peut-être qu'il y a un décalage. L'autre avant, je m'excuse. Peut-être qu'il y a un décalage avec mon Internet. Hein, ça, c'est possible. Oui, ça, c'est bon. Parfait. Alors, l'illustration que vous avez déjà vue certainement, mais ça illustre bien comment éliminer dès le départ les barrières, réfléchir à nos barrières permet un accès qui est universel et l'inclusion. On le voit ici, hein, la réalité, il y a des personnes qui sont plus grandes qu'un l'autre, on va mettre des blocs différents. L'égalité, hop, si je donne à chacun la même chose, ben, est-ce que ça permet à tous les élèves d'apprendre. L'équité, bon, tout le monde voit, mais on voit qu'il y a encore des barrières. La justice, bien, là, on a éliminé la barrière, puis l'inclusion, bien, c'est que tout le monde est en action. Alors, tout le monde est en train de justement apprendre, puis travailler dans nos salles de classe, apprendre et... je vais te demander, Mélanie, de passer à la prochaine diapo. Avant, oui. Je l'expliquais aux élèves, quand j'expliquais cette diapo-là aux élèves, ce que je leur disais, c'est qu'on a, dans la salle de classe, on a beau dire, la réalité, c'est qu'il y en a qui ont des forces différentes, il y en a qui ont un revenu différent, qui ont des opportunités différentes, qui ont de l'aide à la maison. Donc, dans la réalité, oui, il y en a qui non seulement sont plus grands, mais en plus, ils ont 4 blocs. Donc, si on pense à égalité, puis qu'on pense en termes de pandémie, par exemple, on va donner à tout le monde un ordinateur. Mais en fait, on a ajusté ça, puis il y a certaines écoles qui disaient, OK, je vais en donner un ordinateur, mais seulement à ceux qui n'en ont pas besoin. Ceux qui en ont déjà un pourraient l'utiliser. Et c'est la différence entre équité et égalité. Donc, je donne à ceux qui en ont besoin les outils qui sont nécessaires pour que tout le monde puisse arriver à voir la partie avec
des outils qui sont adaptés à leurs besoins. Et quand on arrive à la justice, c'est que là, on a carrément éliminé la barrière. Donc là, on n'a pas besoin d'ajouter des blocs parce que ils sont déjà en mesure, tout le monde, de voir la partie, peu importe leur niveau. Et à la fin, tout le monde participe à la partie de soccer. Donc, ils ne sont même plus spectateurs, ils sont dedans. Donc, c'est un peu comme ça dont cette image-là avait été expliquée. Je vois des commentaires aussi. Claire, c'est une collabo réflexive qui est une excellente réflexion. Merci. Et voilà, je te donne ta diapo, Monia. Puis, on a pensé justement de vous montrer la différence entre la conception universelle de l'apprentissage et la différenciation pédagogique. Il y a le 3, tu sais, dans la CUA, il faut vraiment, on pense dès le départ, dès mes premières étapes de planification, on veut penser aux besoins des élèves, on veut réduire, même éliminer les barrières, les obstacles à la réussite des élèves. Il y a 3 grands principes dans la conception universelle de l'apprentissage. On veut donner aux élèves le pourquoi, l'engager, lui fournir des moyens d'engagement. Et c'est très affectif, cette partie-là. C'est vraiment l'affectif chez l'élève. Ensuite, il y a offrir plusieurs moyens de représentation, le quoi de l'apprentissage. C'est justement des représentations, ça pourrait être auditif, c'est là qu'on va avoir la technologie d'assistance aussi. Puis, il y a l'autre, c'est le comment. Alors, comment l'élève va l'action et va exprimer justement ses apprentissages. Dans la différenciation pédagogique, on en fait depuis plusieurs années, justement, c'est pendant l'apprentissage. Fait qu'on répond aux besoins des élèves pendant l'apprentissage. Mélanie, n'aie pas peur, n'hésite pas d'ajouter, je sais que toi, c'est ton petit bébé, là, tout ce qui est différenciation d'apprentissage. Ça varie les situations d'enseignement et les approches d'apprentissage, les stratégies pédagogiques. Et souvent, on va le faire, la différenciation, pour quelques élèves, pour répondre à des besoins de quelques élèves, contrairement à la CUA, c'est que je vais y penser. Le besoin d'un élève peut être positif, peut répondre à l'ensemble de mes élèves. Je veux juste... Oui, vas-y, Mélanie. Si vous voulez en savoir plus sur la différenciation, il y a des capsules de formation aux Instituts 24-24 qui traitent exactement de ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est offert par le centre aussi. Tu veux que je change la diapo? Oui, change la diapo. La prochaine, c'est vraiment juste pour vous amener à... Ça répond aux 3 grands principes. Il y a des lignes directrices de la CUA. Mais il y a la source, il y a le lien pour en connaître davantage. Puis, on va passer justement à... Mélanie, je vais te donner la parole pour réfléchir à notre programme cadre et réfléchir davantage aux tâches englobantes. On disait tantôt que la différence, quand on prend le temps de le planifier d'avance, ce temps-là qui est investi, on le sauve en réaction. Donc, on a moins besoin de s'ajuster tout au long de notre enseignement parce qu'on a anticipé à l'avance ce qui pouvait arriver, puis comment on pouvait répondre aux besoins de nos élèves d'avance. Claire, tu as une question. Oui, merci. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Ça fait 17 ans que j'enseigne, là, puis ça a toujours été un gros défi pour moi. Je me sentais trop submergée, accablée, je ne sais pas trop quel autre adjectif à mettre là-dessus, là, quand ça vient à différencier, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis, alors, je me demandais, est-ce que cette formation ou cette information-là a été diffusée au conseil scolaire pour nos EEAS? Parce que ça devrait être uniforme dans nos écoles.
sais, on est quoi, une vingtaine, trentaine ce matin? Mais je sais pas, comme il y a un gros besoin, là. Comme moi, je représente mes 30 profs à l'école, là, puis on est tous dans le même bateau. Puis je sais pas comment est-ce qu'on peut venir à supporter puis encourager nos profs à changer la façon qu'on fait nos choses. Parce que ça ne vient pas de nos EEAS dans nos écoles. Ben, je vous dirais que c'est définitivement enregistré et cette formation-là, elle est disponible sur le site du Centre, sera disponible sur le site du Centre Franco pour que tout le monde puisse aller la voir. Mais on garde en tête vos commentaires définitivement et on va voir comment on peut vous appuyer dans tout ça. Oui, parce mais c'est nouveau. Oui, il faut être proactif pour aller voir. Moi, je dis qu'il faut changer ça. Comme il faut vraiment venir, plutôt qu'être proactif, comme nous, tous ceux qu'on est ici ce matin, on est proactif, on va en apprendre davantage, etc., etc. Mais il y a tellement une centaine de gens, là, des milliers de profs, là, qui sont pas ici ce matin, là. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à changer la façon d'approcher nos évaluations quand on est juste une trentaine là, parmi des 1000 là, dans la province? C'est difficile. Je dirais un pas à la fois. Mais ce que nous présente aujourd'hui, ça vient du ministère de l'Éducation, ces demandes-là. Donc, on y travaille, mais Claire, on garde ça en tête, ce que tu es en train de dire. Oui, c'est bon, merci. Oui. Puis Claire, la conception universelle de l'apprentissage, elle est inscrite dans le programme de français qui a été révisé. On en parle. Et je crois qu'il y a de plus en plus de ressources qui vont être diffusées. Puis, soit le vecteur, là, alors tu peux partager justement tout au niveau de la conception universelle pour changer la façon dont on évalue et même notre perception des élèves de notre salle de classe. Et là, donc, ici, à la prochaine diapo, on vous a donné le lien vers le nouveau programme cadre. Si jamais vous n'êtes pas allé le voir, vous avez raison, il est chargé. Mais comme je disais, comme Monia vient de le dire et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources qui s'en viennent, qui ont été préparées. Donc ici, je vous ai collé, et vous ne le voyez pas dans votre présentation, là, mais c'est juste une capture d'écran du supplément. Donc, si vous vous rendez sur le lien du Faire croître le succès, c'est la capture du supplément du Faire croître pour le programme de français en 2023, juste pour renchérir qu'on veut, dans la colonne du bulletin de l'étape 1 et 2, une note globale qui va mesurer les points forts des élèves, les prochaines étapes, qui va décrire le développement, qui va faire référence à des sujets particuliers. Donc là, on ne veut plus une note séparée pour la communication orale, pour la lecture ou pour l'écriture. C'est vraiment une note englobante. Et ça, c'est un changement pour plusieurs. Les enseignants du secondaire le faisaient déjà. Mais nous, à l'élémentaire, on avait vraiment séparé. Et là, il y a beaucoup de questions qui sont posées à ce sujet-là. Mais comment je fais? Où est-ce que je mets la force? Un élève peut être très, très fort en communication orale, mais il n'est pas capable de décoder puis il n'est pas capable de lire. Comment est-ce que je vais donner la note de français en réponse à ça? C'est un peu de ça qu'on va parler en ce moment. C'est qu'il faut revoir, un peu changer nos paradigmes par rapport à ça. Alors, on va en parler. Donc, il va y avoir comme des sections, des fascicules complets qui vont être diffusés très prochainement, là. Pas avant la rentrée, là, définitivement pas, mais au courant de l'année. Il va y avoir, entre autres, tout un guide qui va parler de littératie numérique. Et donc, il va parler du domaine A. Il va y avoir une autre partie qui va parler de la pensée critique, qui est donc du domaine C. Et il va y avoir des centres de littératie, des choses qui vont vous appuyer pour le domaine B. Puis le domaine D, bien, vous le connaissez mieux, mais même à ça, il va y avoir des choses que vous allez voir qui vont ressortir. Donc, si ça peut vous encourager. Puis quand je vous dis que ça va sortir, ces fascicules-là, ce sont à la fois pour que vous puissiez comprendre, mais aussi des activités pratiques et clés en main qui s'en viennent pour vous aider à évaluer ou à même enseigner ces domaines et ces attentes et ces contenus-là. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très bien fait et ça s'en vient.
Donc, le domaine A qui parle de littératie numérique, qui parle des compétences transférables et de la capacité de l'élève à établir des liens. Est-ce qu'il y aura un changement pour le curriculum d'anglais? C'est une excellente question. Je ne le sais pas encore. Il y a peut-être quelqu'un qui connaît la réponse, mais ils sont toujours en révision. Hein, ils sont supposés de les réviser aux 5 ans, donc ça doit s'en venir. Et les anglophones aussi, ils ont révisé leur programme cadre, donc je dirais que ça doit être à la veille d'arriver, mais j'ai pas, faut pas me citer là-dessus, là, je ne suis pas au courant. Donc, le domaine A. Le domaine B, c'est vraiment l'enseignement des notions fondamentales de la langue, la grammaire, la syntaxe, la ponctuation, les apprentissages linguistiques, la conscience phonologique, la connaissance des lettres, les graphèmes, phonèmes, tout ça. Et là, ils les ont mis avec beaucoup de précision, de rigueur, ce qu'on ne faisait pas avant. Et là, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment on fait ça? Mais ça s'en vient, là, il y a des ressources qui vont sortir à ce niveau-là et c'est très intéressant. Le domaine C dont je vous parlais tout à l'heure, comment réagir au texte, mais si vous voyez le C3, là, qui est la pensée critique en littératie, comment est-ce qu'on fait? On a eu plusieurs formations sur la pensée critique en général, mais comment on s'y prend spécifiquement en littératie? Il va y avoir aussi des ressources qui vont sortir à ce niveau-là. Et le domaine D, qui est l'expression et la création des textes, et la rédaction, la planification, quand je vous dis vous le connaissez plus, c'est que ça, on en faisait déjà beaucoup d'avance et c'est encore là, on n'a pas enlevé ce qui était important, là, on a juste tenté de faire différemment. On ne peut pas arriver en 2024 et pas parler de littératie médiatique. On ne peut pas parler en 2020, on ne peut pas négliger l'aspect intelligence artificielle, on ne peut pas non plus négliger l'aspect pensée critique parce que l'élève doit être en mesure d'évaluer l'information qui le submerge. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un peu pour ça que le programme cadre, maintenant, on veut une note globale. C'est que sur le coup, on se dit, mais comment on va faire ça? Mais c'est parce que si on ne le fait pas comme ça, on n'arrivera pas. Vous me dites que le semestre est trop court et vous avez raison. Donc, si on n'intègre pas des matières, si on ne se met pas à enseigner d'une manière qui est multidisciplinaire, qui n'intègre pas des domaines, on ne pourra pas y arriver. Il y a trop de contenu. Donc, la seule manière de réussir à couvrir plusieurs contenus, c'est en faisant des tâches englobantes. Et je te cède le micro. Oui, puis justement, on voulait vous présenter un exemple de tâche englobante. Mélanie, serais-tu capable de partager? Vous avez le lien si vous voulez accéder au lien. Puis moi, je vais vous parler de ma tâche qui est englobante. Quand je vous parle d'une tâche englobante, c'est une tâche d'enseignement, mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'évaluations formatives et je me suis rendue à l'évaluation sommative, mais en plusieurs étapes. Alors, je vous en parle. Vous savez, j'enseigne en 7e et 8e année. Puis, mes élèves sont en difficulté d'apprentissage. Ils ont tous un PEI et je dois bien les préparer pour la 9e année. Alors là, c'est quand même la pression est là. Et je n'ai pas le choix de faire des tâches qui sont englobantes pour aller chercher d'autres domaines à l'étude aussi, d'autres matières. Là, vous allez voir vous allez voir cette tâche-là. Oh, c'est beaucoup. Juste les résultats d'apprentissage, les liens, OK, vous voyez, merci. Les liens avec les domaines. Alors, je suis allée chercher du domaine A, B, C et D. Mais au départ, avant tout, j'avais comme but d'amener mes élèves à être capables de lire un reportage, écouter un reportage et être capable de présenter. Je voulais qu'ils soient capables de le présenter aux autres élèves qu'est-ce qu'ils avaient lu. Mais je suis passée je suis allée avec la ressource, je ne sais pas si vous connaissez MAGE, la Minute d'actualité jeunesse. On va vous la montrer tantôt, vous avez le lien. C'est fait par Radio-Canada pour les jeunes et les élèves doivent écouter des reportages. Il y a un peu d'écrit
Et après ça, et c'est vraiment sur l'actualité mondiale. Mais mes élèves, je voulais vraiment qu'ils soient capables de nous rapporter justement par la communication orale qu'est-ce qu'ils avaient compris. Alors, ça me permettait d'aller chercher des aspects des 4 domaines. Si vous allez un peu plus loin, si tu remontes un peu, Mélanie, pour voir au niveau des résultats d'apprentissage, j'ai plusieurs résultats d'apprentissage, mais je ne les ai pas travaillés tous en même temps. Au départ, je voulais vraiment, dans ma première étape, je leur ai présenté qu'est-ce que c'était MAGE, la Minute d'actualité jeunesse. Et j'ai fait un modelage juste pour les amener à voir, OK, un modelage, comment est-ce que je peux aller choisir mon reportage? Et j'ai présenté ma feuille de route. Avant tout, justement, dans une perspective je vais aller à ma CUA, ma perspective de ma conception universelle d'apprentissage, bien, je me suis posé la question, c'était quoi les barrières possibles pour mes élèves? Bien, la compréhension du vocabulaire, ça c'est certain. Apprenant du français. On vit tous la même réalité en Ontario, hein? Défis de lecture, grand défi de lecture. J'ai des élèves qui lisent à un niveau de première année. Communiquer efficacement, alors je voulais qu'ils soient capables de bien communiquer. Défi en écriture et les fonctions exécutives. Je me suis dit, au niveau des supports, qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Hein? On parle de support flexible. Ben, je voulais absolument qu'ils puissent choisir leur texte. Déjà là, quand l'élève, au niveau de l'engagement, quand il peut choisir un reportage qui l'intéresse, déjà là, l'engagement est là. On va au niveau affectif. Et ils ont aussi souvent, quand ils peuvent choisir le reportage, ils ont souvent des connaissances. Alors, quand on active les connaissances de base, je me disais aussi, ben l'aide technologique, ils ont tous, comme Mélanie disait tantôt, ils ont tous un ordinateur maintenant. Mais alors, on offre l'aide technologique à tout le monde. Puis, j'ai fait un enseignement explicite et par étape, mais je suis vraiment allée par étape. Mon projet, moi, englobant, là, ma tâche englobante, c'est réalisé sur 3 mois, puis à quelques périodes par semaine. J'ai commencé, si tu veux aller un petit peu plus bas, Mélanie. Juste une petite parenthèse, Oui. je sais que même si Monia enseigne présentement à des élèves qui sont en difficulté, comme vous pouvez le constater, la tâche telle qu'elle pourrait être donnée à des élèves qui sont en enrichi ou dans des classes régulières aussi. Là. Justement, parce qu'elle a utilisé la CUA, sa tâche est englobante à tous les niveaux, y compris au niveau des niveaux de l'élève. Oui, exactement. Oui, je voulais juste descendre un peu. Vous allez voir là, comment j'ai fait pour les engager, les diverses façons de représenter leur travail et comment est-ce qu'ils pouvaient justement exprimer. Ça, c'était très ouvert et ça permet... Oui, ça va, Mélanie? Oui. Okay. Est-ce que c'est ce que tu veux voir, les multiples moyens? Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis vous avez accès, OK? Alors, justement, je leur ai présenté la tâche. Alors, vous voyez, j'avais une petite feuille de route qui était très simple. J'ai commencé par quelque chose qui était très simple. Puis après ça, au fur et à mesure que je faisais de l'évaluation formative, et là, je me réajustais. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, justement? Comment est-ce que je peux les amener plus loin? Parce qu'à la fin, je le savais que je voulais les amener à être capables de faire aussi un résumé par écrit. Alors, au départ, c'était, je suis partie des questions, le 3 QPOC, les 6 questions journalistiques. J'ai commencé de façon simple. Puis à la fin, vous allez voir qu'ils étaient capables de faire un résumé par écrit du reportage qu'ils écoutaient. J'ai commencé avec la Minute d'actualité jeunesse, MAGE,
Et j'ai terminé pour faire changement aussi. Je suis allée dans les revues de Quoi de neuf. Et je peux vous dire que la motivation, l'engagement, je l'ai eu jusqu'au bout. OK? Je vous donne ici quelques ressources. Étape 2, bien, je suis allée chercher des stratégies parce que je voulais qu'ils présentent en communication orale. Je leur ai montré des stratégies pour bien présenter. Je leur ai montré aussi comment, lorsque je présente, mon débit, regarder les personnes, le regard et la posture. Alors, c'était juste ça que je visais au début. Puis après ça, je suis allée, j'ai complexifié la tâche avec le progrès de mes élèves et suite à mon enseignement. Et vous avez tous les liens. Okay? C'est un beau modèle. Puis, je vais refaire quelque chose de semblable cette année. Vous avez même la reformulation parce que les élèves ont beaucoup de difficultés à reformuler ce qu'ils ont lu ou qu'est-ce qu'ils entendent. Ils ont souvent tendance ils veulent copier. Alors, je leur ai montré toute la reformulation pour être capable de faire un résumé. Puis, alors l'année prochaine, la semaine prochaine, on va pouvoir continuer d'enrichir parce que j'ai quelques élèves que je vais avoir encore. J'ai la chance d'avoir 4 élèves. Alors, avec eux, je vais pouvoir les amener un peu plus loin. Il y a 4 élèves qui reviennent. Oui, je veux dire, pas 4 oui, élèves. j'ai quelques élèves qui reviennent. J'ai la chance de les avoir 2 ans. Puis, ça va être merveilleux de poursuivre avec eux, les amener plus loin. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Vous allez voir, elle a mis tous les détails de sa planification. C'est un cadeau, une richesse qu'elle vous offre, Monia. C'est vraiment, vraiment riche. Puis dans la présentation, Mélanie, si on retourne à la présentation, tantôt, les barrières, on parlait de grille d'évaluation. Alors, je vous ai donné quelques modèles de grille d'évaluation qui est très englobante aussi. Ça prend plus de place, mais moi, ce que je fais avec ces grilles-là, c'est qu'à chaque fois, j'utilise parfois des couleurs différentes. Dans mon évaluation, parfois, je vais avoir ma feuille de route et ma grille d'évaluation, bien, je vais le noter avec des couleurs pour voir. Dans le fond, le but, c'est de voir l'évolution de l'élève tout au long du projet, okay, de la tâche. C'est une longue tâche, mais on ne peut pas planifier comme ça tout le temps. OK? Ce n'est pas toujours réaliste. Puis si vous dites dans votre année, vous faites 1 ou 2 belles tâches comme ça, qui est planifiée à long terme, je pense que ça peut faire une différence dans votre enseignement, mais comment est-ce qu'on se perçoit aussi comme enseignant? Et à l'intérieur de ça, il va y avoir toutes les autres petites, comme Simonia en parle de 3 mois, elle n'a pas fait uniquement ça pendant ces 3 mois. Là, il y avait aussi d'autres blocs de littératie où est-ce qu'elle faisait de l'enseignement explicite, des autres leçons, aussi là, des blocs de pratique autonome et tout ça. Ici, c'est pour répondre aux besoins de ceux qui disaient mais comment on fait les grilles dans un contexte comme celui-là. Je pense que les exemples qui sont donnés sont excellents. Oui, au début, c'est long à planifier, mais une fois qu'on en a quelques-unes de près, on a des modèles et on gagne énormément de temps. Et quand on planifie globalement, quand on fait une planification de 3 mois comme celle-là, après, on arrive dans notre salle de classe et on sait ce qu'on enseigne. Et on sauve à tous les niveaux. Donc, on sauve au niveau de la gestion du temps, au niveau de la gestion du curriculum, et au niveau de la gestion de classe, beaucoup. Parce que là, il n'y a plus d'improvisation et on sait exactement comment réagir à différents besoins. Alors là, on peut vraiment mettre notre attention. Si on veut donner une clinique à des élèves, bien, on est capable de le faire parce qu'on a planifié le reste de ce qu'il y avait autour. Donc, oui, je peux vous dire. Puis mes élèves ont au moins présenté, je peux vous dire, 6 à 7 reportages en cours dans ces 3 mois-là. Alors, on a vu vraiment l'évolution de leur apprentissage. Quand on évalue ça,
c'est pas juste le produit final qu'on évalue, tu sais. Puis on peut choisir des sections qu'on va évaluer d'une manière sommative, des sections qu'on évalue d'une manière formative pour se diriger. On peut faire la même chose quand on écrit un récit, par exemple. Tu sais, quand on écrit un récit, là, c'est pas obligé d'être le récit au complet qu'on fait, puis on n'est pas obligé d'en faire 3 pendant un semestre. Donc, on pourrait le séparer par section du récit, puis on apprend à bien rédiger un paragraphe. Là, on leur fait une pratique guidée pour le premier paragraphe. Pour le deuxième, ils se pratiquent, ils travaillent en équipe, ils l'améliorent. En troisième, ils l'essaient, on donne une formative. Et là, finalement, le paragraphe, soit de la situation finale ou du dénouement, ben, c'est la partie qu'on décide d'évaluer sur comment est-ce qu'il a bâti son paragraphe. Donc, vous voyez, la manière d'évaluer sommativement, c'est pas obligé d'être tout le temps, c'est pas toujours obligé d'être par écrit non plus. C'est ça le secret dans la différenciation, c'est pas de faire juste des tâches écrites parce qu'on n'arrivera jamais. OK. Avant de vous lancer là, dans des salles puis tout ça, ce qu'on voulait, c'est vous donner du temps, pour, si vous voulez, essayer d'en bâtir une pour qu'on puisse vous appuyer. Mais aussi, vous voyez là ici, ça, c'est les ressources dont Monia vous parlait, là. Le mini-mag, le Mon Mag à moi, le Quad 9, dépendant de vos années d'études. Donc, de 4 à 7 ans, c'est le mini-mag. De 8 à 11 ans, c'est Mon Mag à moi. Et jusqu'en 10e année, c'est le Quad 9. Donc, oui. Puis Mélanie, si je me permets, dans chacune des magazines, dans chacun des magazines, vous avez des notes pédagogiques. Donc, vous voyez, par exemple, je vous mène au magazine et là, on va cliquer sur le premier, là, juste comme ça. Je clique sur mon mag du mois de mai. Je vais vous le partager, vous voyez, mon mag du mois de mai. Quand on lève le curseur, on voit la zone pédagogique. Et si je clique sur la zone pédagogique, vous voyez qu'on a les feuillets d'animation pour les niveaux. On peut avoir on peut aussi aller, si je reviens en arrière, attendez une minute. Ici, si je reviens au magazine ici, puis que je clique sur le magazine lui-même, on peut l'avoir en format PDF. Là, je ne le trouve pas parce que je vais aller trop vite, là, mais vous pouvez imprimer, vous pouvez l'obtenir en format PDF à ce moment-là. C'est ici. Donc, vous avez le feuillet d'animation, mais vous pouvez aussi avoir c'est parce que je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut que tu cliques sur un article de magazine pour que ça fonctionne. Donc, mettons que je viens ici puis que je clique sur mon passeport. Quand vous cliquez ici, vous pouvez avoir accès à l'article lui-même. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très riche. Je vous encourage à les explorer. Avant, on les recevait en salle de classe en copie de papier. Maintenant, vous les avez en ligne. Puis ça permet d'avoir plein de ressources qui sont interactives. Mais si vous voulez les avoir en format PDF, parce qu'il y a certains élèves qui fonctionnent mieux en format PDF, c'est disponible. Autant pour le mini-mag que pour le Mon Mag à moi que pour le Quad 9. L'autre source qui était intéressante, c'était le MAGE. Donc, je vais juste cliquer, Monia. Oui. Ce sont des podcasts. Est-ce que tu voulais en parler? Oui, bien, c'est vrai. On peut avoir la version audio, mais il y a souvent un reportage visuel et ils ont vraiment le tour là, d'aller rejoindre les jeunes, de créer leur intérêt à regarder les reportages. Puis je leur montrais en même temps, justement, on peut aller chercher. Moi, j'aime ça aller voir avec eux, c'est quoi les top 5 de l'actualité, parce que souvent les élèves, je trouvais que mes élèves manquent de curiosité. Alors là, on allait voir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Sinon, ils peuvent retourner, comme on voit ici, au niveau de, moi, c'est les animaux qui m'intéressent, la culture, la science, l'environnement. Ils vont toujours chercher quelque chose qui les motive, qui les engage. C'est ça l'important, c'est la clé au départ. Il faut aller chercher l'affectif. Mais allez voir ici, il y a aussi ceux qui veulent travailler au niveau des sources, la littératie critique. Il y a beaucoup de support pour les enseignants avec la minute d'actualité jeunesse. L'autre page, Mélanie,
on vous offre aussi une panoplie de ressources pertinentes par cycle. Encore là, souvent, on va partir de vidéos, un jour, une actualité. Ça fait quelque temps qu'on l'utilise en salle de classe. La puce à l'oreille, des balados pour les enfants. On a Livrel. Livrel, c'est la bibliothèque numérique du Centre Franco. C'est que vous pouvez avoir plusieurs albums jeunesse. OK? Alors, ça donne des albums, l'accès à des livres aux élèves. Cycle moyen, on vous a mis l'As de l'info. Ça ressemble un peu à la minute d'actualité jeunesse, mais c'est un peu pour les plus jeunes. Excusez, je vais juste Oui, cliquer sur ça va. Oui. Livrel pour leur montrer ce que c'est, la connexion. Un petit bijou. Et vous voyez, les élèves peuvent accéder aux moyens de l'EAV. Donc ça, c'est disponible pour vos élèves. Et vous pouvez l'utiliser en salle de classe, le projeter si vous avez un tableau numérique aussi. Des albums, des livres pour les élèves. Alors, allez voir toutes les ressources qu'on vous a données. La puce à l'oreille, là, on vous aurait mis ça, Livrel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah, les balados Curium. Un autre projet que j'ai fait avec mes élèves qui est intégrant, c'est de travailler au niveau de faire un booktube, tu sais, le booktube. C'est les amener à créer, à lire un livre et être capable de créer une vidéo pour en parler. Alors, il y a toutes sortes de moyens pour engager les élèves et pour faire des tâches qui sont plus englobantes, qui nous permettent d'aller rejoindre plusieurs domaines de notre programme cadre et même intégrer d'autres matières. Puis, alors, Mélanie, je pense que le temps avance. Si on voulait les faire travailler un peu. C'est ça. On sait que une fois que vous allez retourner dans vos salles de classe, vous n'avez pas toujours le temps d'aller explorer ces ressources-là. Alors, elle voulait vraiment vous donner le temps de le faire. Ceux qui veulent faire une tentative d'utiliser le gabarit de planification pour planifier, vous pouvez le faire aussi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Louis va vous donner accès à un document. Vous pouvez aller travailler en équipe. On a mis 16 groupes, donc 2 pour chaque niveau d'année d'études. Si vous voulez travailler avec des gens, vous n'êtes pas obligé, là. C'est vraiment pour vous. Nous, on va rester ici pour répondre à vos questions. Et on se retrouve, disons, à 10h20. C'est pas beaucoup, là, ça vous donne 10 minutes. Mais disons à 10h20, le temps qu'on puisse répondre aux questions, faire un retour et s'il y en a qui aimeraient nous présenter leur coup de cœur, on va faire ça aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, la course à relais et la collection de départ est aussi sur EAV. Bien, sur le EAV, vous savez, en soi, c'est une richesse de ressources. Et je vous invite à aller explorer si vous n'avez pas déjà été. C'est disponible, c'est offert à chaque conseil scolaire à travers votre adresse courriel du conseil. Et surtout, ne pas vous gêner de nous partager des ressources. Okay? Oui, puis on va les ajouter, on peut les ajouter, nous, à la présentation. Donc, on vous a mis un gabarit de planification aussi, vierge, si je ne me trompe pas ici, auquel vous avez accès. Donc, vous pouvez y aller. Nous, on va rester ici, comme je vous disais, pour répondre à vos questions. S'il y a des choses qui vous chicotent, la ressource, la course à relais, c'est une ressource en littératie. Alors, moi, je suis prêt à partager le document. Simplement, peut-être que juste pour m'assurer que j'ai bien compris, là, donc, le document est fait par niveau, donc de première à 8e année. Si ça vous intéresse de travailler avec quelqu'un, choisissez votre niveau et je suggère que ce soit dans le groupe 1 pour commencer. Puis s'il y a trop de monde, bien là, après ça, vous pouvez aller dans le groupe 2. Parce que là, si tu te retrouves dans le groupe 2 puis tu te demandes, non, je suis tout seul, bien, c'est peut-être que le monde sont dans le groupe 1. Donc, et comme Mélanie l'a expliqué, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez quitter ici.
pour aller dans l'autre. Alors donc, si vous avez des difficultés ou autre, ben vous n'avez juste à revenir ici, donc le lien que vous avez utilisé ce matin, ou encore reprendre, et puis on va pouvoir vous aider. Alors, je partage à l'instant. Si tout va bien comme prévu. Le lien que je viens de mettre là, en passant, c'est le lien vers la présentation. Ce n'est pas le lien vers les groupes. C'était pour répondre à la question de Amal qui voulait le lien de la présentation. Pour l'enseignement de la grammaire, je vous dirais qu'il y a des belles ressources qui s'en viennent, rester à l'affût, différentes manières d'enseigner la grammaire d'une manière efficace. Là, qui ont Alors, été le document est partagé. C'est un Google Doc dans lequel il y a des liens Teams. Hein? Il n'y a rien de trop beau pour, pour travailler avec les plateformes. Et puis, comme j'ai dit, si vous avez des difficultés, vous pouvez revenir ici. Ça va nous faire plaisir. Puis, je pense qu'on peut circuler, nous autres. Hein? Si jamais il y a quelque chose, on peut circuler dans les groupes pour aller rencontrer les gens. Et revenez à 10h20, là, ça ne vous donne pas beaucoup de temps. 10h22, là, on va vous donner un 10 minutes. Là, puis ensuite, on vous attend ici avec plaisir. Ne partez pas pour toujours. Ben, c'est ça, hein, la question. Et si jamais il y en a qui doivent partir pour toujours, allez remplir, s'il vous plaît, le formulaire de rétroaction aussi, puis le formulaire de présence. Là. C'est important, on cherche toujours à s'améliorer et si on veut répondre aux besoins d'être clair, c'est-à-dire d'offrir des formations à tous les conseils scolaires, on doit connaître vos besoins puis on doit savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de différent. Et là, ce qui est intéressant, Mélanie, je ne sais pas si ça vous apparaît à vous, mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le groupe de 5e année. Et puis, après ça, dans le groupe de 4e, dans le groupe de 7e. Donc, allez rejoindre les groupes si jamais, 4e année. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, vous n'avez qu'à rejoindre les gens. Ça vous permettra de parler à des gens du même niveau que vous, de leur poser des questions, de partager des défis ou des ressources même. C'est ça, de se réseauter. Profitons-en. Le formulaire de présence se retrouve à différents endroits dans la présentation, mais je peux aller vous le chercher aussi. Puis notre formulaire de rétroaction. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plutôt sur mon téléphone. Je n'arrive pas à cliquer sur les liens. Je ne sais pas si c'est parce que je suis sur le téléphone ou bien quelqu'un d'autre a ce problème-là. Ben écoutez, pour répondre à votre question, je ne le sais pas parce qu'il y a des gens qui entrent dans les groupes en ce moment. J'essaie de voir, de réfléchir à ce qui pourrait arriver. Est-ce que vous êtes entré dans le document ou non? Oui, sans problème. Je peux ouvrir le document. C'est juste quand le lien n'est pas cliquable chez moi. OK. Vous pourriez peut-être... vous avez essayé de cliquer à gauche. Quand vous êtes sur le lien pour cliquer, de cliquer à gauche, voir s'il y a quelque chose qui apparaît en menu déroulant peut-être? Je vais essayer. Parce que de mon côté, en tout cas, il y a des gens qui réussissent parce que je les vois apparaître sur mon écran, là. C'est peut-être le fait que vous êtes sur votre téléphone, ça se peut. C'est peut-être une question de permission aussi, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est le téléphone. Merci tout de même. Plaisir. Et peut-être, Mélanie, que s'il y a des gens là, qui restent ici et qui ont des questions, on peut en discuter aussi ici, là, j'imagine. Je suis allée dans le groupe 5e, je ne trouve personne. 6e, je ne trouve personne. Alors, je reviens. Revenez ici. Explorer les ressources. Allez explorer les ressources. Oui, je pense que juste ça vaut la peine. J'ai monté une planif pour les mathématiques pour septembre, là, en nombre. Je dis, OK, je vais faire un en français.
Je n'ai pas encore commencé le faire. Je pourrais le faire aujourd'hui après ça. Et si vous voulez nous écrire pour nous poser des questions par la suite, là, Je suis très habile avec ces choses-là, moi. Parfait. Je suis assez habile. Pour vous offrir. Si jamais vous aviez besoin de rétroaction, de feedback, ça va nous faire plaisir. OK. Ils nous disent que c'est encore très abstrait. D'autres idées de tâches englobantes pour les petits niveaux. Moi, souvent, quand je veux partir d'une tâche englobante, je pars de mon programme cadre, soit de sciences ou d'études sociales. Et ça me donne une très, très grande base parce que là, je pars d'un sujet, puis je m'assure de cette façon-là de couvrir, de ne pas enseigner quelque chose qui n'est pas dans mon programme cadre, par exemple. Donc, ça me donne plus d'espace pour couvrir. Si je pense au programme cadre de 4e année, où est-ce qu'il y a les civilisations, ça offre une porte magique pour enseigner une tâche englobante en littératie. Ou même quand on parle des Autochtones, il y a de ça à tous les niveaux. Puis je pense que le contexte autochtone en soi, c'est une priorité au niveau du ministère de l'Éducation. C'est intégré dans le programme cadre maintenant de français. Donc, on peut partir de contes autochtones, on peut partir d'un conte, on peut partir d'une question d'enquête en pensée critique. Je pense que ça aussi, c'est une belle porte d'entrée pour faire une tâche englobante. Partez des questions de vos élèves beaucoup. Donc là, je ne vous donne pas des sujets précis, là, mais... Vous savez, quand on a commencé en septembre dernier, j'avais des élèves, je parlais de Dieu, on est dans une école catholique, et puis il y en a un de mes élèves qui a soulevé la question que Dieu n'existe pas. Alors là, j'ai dit, OK, on va faire un débat. On va diviser la classe et ceux qui sont pour, avec Caleb, Dieu n'existe pas, vous allez vous joindre à lui. Et l'autre classe, vous allez préparer. On a eu des débats, on a commencé. Ça m'a amené à étudier les textes d'opinion et comment ils devaient développer les arguments, comment ils devaient faire des choses. Mais à la fin d'année, tu serais les garçons qui voulaient rien écrire. Me dit, Madame, pose-moi une question. Je dis quoi? N'importe quelle question. Je dis pourquoi? Je veux écrire un texte d'opinion. Donc, je suis partie avec l'enfant qui ne voulait rien savoir. Finalement, je pense que l'autre groupe l'a convaincu qu'il y a au moins l'existence de Dieu, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce n'était pas vraiment le Big Bang comme il a pensé. En tout cas, c'était superbe. J'ai mis le pied en 5-6, là, ce que je les ai vus faire. J'ai dit, waouh, je vous ai appris à faire tout ça, vraiment. En tout cas. Je vous donnerai les résumés qu'ils ont fait. J'ai pris un exemple à relais. C'était un résumé. Désolée, j'ai pris le résumé. J'ai gardé le résumé, j'ai pris l'idée et j'ai amené mes élèves à écrire. Et puis, ils ne savaient pas qu'il y avait déjà un résumé. Alors, je les ai mis en... Ils ont commencé à écrire le résumé. Et après, tout le monde avait fait le résumé. J'ai dit, OK, maintenant, on va voir si on est sur la bonne voie. Et puis, quand ils ont comparé, ils disent, Madame, il y avait déjà un texte. J'ai dit, oui, mais je voulais savoir où est-ce que vous en étiez rendu dans votre apprentissage. Et c'est tellement bon si tu les comparais avec le texte qui était écrit, tu ne dirais pas que c'est des élèves de 5-6 qui ont écrit. C'est bien. Et puis, je trouve cette richesse des pages, je ne l'utilisais pas auparavant. Maintenant, j'ai dit, c'est tellement bien fait et on pourrait aider les enfants. On a des ressources à notre disposition. C'est juste que beaucoup les ignorent parce qu'il faut aller les chercher. Il faut dire que ça prend du temps pour aller chercher ce qu'il y a à la disposition. Non, ainsi. Mais je crois que Mélanie a raison quand elle dit de partir justement des sciences, du jardinage, des études sociales. Moi, je pars souvent de mes études sociales, les sujets. Bien, je trouve que l'actualité, pour moi, c'est vraiment le point de départ. Puis après ça, je joins la communication orale, la lecture, l'écriture et ça s'englobe.
Il faut pas penser si grand, mais commencer par quelque chose qui est plus petit. Puis vous allez voir, avec les ressources qu'on vous a données, allez les explorer. Commencez par écouter quelque chose et qu'après ça, l'élève peut, comme je faisais, les élèves devaient écouter la minute d'actualité jeunesse. 1 minute, une actualité, là, c'est un jour une actualité pour les plus petits. Puis après ça, ils doivent en parler, puis ils pourraient commencer à écrire des phrases. Alors déjà là, on est en train de toucher à plusieurs domaines de votre curriculum, des programmes. Et Oui. ça pourrait, par exemple, être partir des responsabilités, donc de la famille ou des responsabilités. Quelles sont les responsabilités qu'on peut avoir dans la maison? Bon, à partir des responsabilités, on peut parler, on peut présenter une affiche, on peut faire ressortir... On pourrait faire un mini podcast où les élèves présentent quelles sont leurs responsabilités à la maison, puis on a des entrevues d'élèves. Quelle est la responsabilité de leurs parents? Quelle est la responsabilité du prof? Donc, vous voyez, en allant explorer différentes avenues, puis après ça, on pourrait même aller plus loin puis se rendre, OK, qu'est-ce que c'était dans le passé? Parce qu'on parle ici de peuples autochtones. Quelles étaient leurs responsabilités? Ou même des choses comme ça où puis à partir de là, il va y avoir une tâche en écriture. On fait une phrase, quelle est ma responsabilité à la maison? On associe les graphèmes phonèmes dans ça. On peut même parler des questions interrogatives puis des questions exclamatives avec ça, parce que quelle est ta responsabilité? On leur montre que c'est une question. Donc, vous voyez, là, je suis allée explorer toutes les parties du programme cadre en faisant ça. Là, ils pourraient lire sur quelle est la responsabilité d'un ami. Il pourrait y avoir des correspondances dessins et images. On pourrait leur faire compléter des phrases à ce moment-là. On peut même travailler les compléments. Quand est-ce que tu fais ton lit? Ben, tous les matins, on leur montre qu'est-ce que c'est un complément de phrase à partir de ça, puis d'une image. Donc, vous voyez, ça, c'est avec les plus petits. C'est pas toujours obligé d'être gros et sur 3 mois là, quand on parle d'une tâche englobante. Là. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus petit. Là. C'est là où je vous ramène en ce moment. C'est ça. Puis pensez à ce que vous faites déjà. Vous faites certainement des choses qui sont incroyables. Des fois, on veut juste joindre justement la communication orale, l'écriture à ce que vous faites déjà, parce que souvent, on va travailler par silo. Alors là, c'est plus de mettre ensemble ce que vous faites déjà. Voulez-vous nous partager? Est-ce que vous avez des idées? Parce que je pense qu'on pourrait faire, il est 10h24, on pourrait faire, soit nous partager des coups de cœur ou nous partager des idées de tâches englobantes. Oui, il y a des gens qui reviennent des groupes, on va les laisser revenir, là. Puis il y en a peut-être aussi qui sont allés voir des ressources qu'ils ont aimées ou des choses qu'ils connaissaient eux-mêmes et qui aimeraient nous partager. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là. On le sait, on est désolé, mais je pense que c'était, comme vous le disiez plus tôt, c'était nécessaire, là, cette formation-là. Donc là, à vous le micro. Est-ce qu'on a des volontaires? Pour nous partager des coups de cœur ou des idées de tâches englobantes. Je me lance en première année virtuelle. C'est ça, première année virtuelle. Le mois de mars étant le mois de la nutrition, l'alimentation, on parle beaucoup nous, en virtuel, c'est moi qui enseigne l'éducation physique et santé, donc on parle du guide alimentaire, on fait plein d'activités par rapport à ça, on a des petites vidéos, la provenance des aliments, mais qu'est-ce que moi j'ai mangé, qu'est-ce que toi tu as mangé? Comme tous mes élèves sont à l'ordinateur, on prend des photos de nos repas, de nos collations. Et ça nous permet, après ça, de faire le lien avec le guide alimentaire, quels sont nos groupes alimentaires. Puis, mes élèves, par la fin du mois, font un journal d'une journée de ce qu'ils ont mangé. Et l'élève en fait l'analyse et c'est les autres élèves qui amènent à qu'est-ce qui peut être meilleur dans tes repas de ta journée. Donc, ça ne touche pas tous les domaines,
mais ça combine le français ainsi que éducation à la santé. On pourrait dire que ça intègre aussi l'éducation à la technologie, donc comment prendre une bonne photo et quelle serait aussi en littératie médiatique, comment leur dire quand on prend une photo qu'on veut mettre en ligne, il ne faudrait pas qu'il y ait de gens, ou s'il y a des gens, il faudrait que les gens aient la permission appropriée pour la mettre en ligne et la diffuser. Donc, tout ça, ça entre dans l'attente A du programme cadre de français. Donc, on pourrait rentrer dans ça aussi. Et c'est fou, ça fait tellement partie intégrante d'enseigner et être en classe en ligne. Je ne l'avais pas mis dans l'arbre. Je vais le mettre cette année dans mes évaluations parce que ça en fait partie. C'est les premières journées d'école, ça fait partie, tout l'aspect médiatique. Exactement, exactement. Donc, on est à 10h27. On sait qu'on aurait pu en parler encore longtemps. Puis là, il y a un des contenus qu'on n'a pas pu faire, là, créer des activités d'évaluation. Je pense qu'on les a nommés plus que créer en ce moment, mais je pense que ça vous donne une idée peut-être pour vous partir un peu. Puis comme je vous dis, on est à votre disposition. Mais j'espère que vous avez apprécié la formation. Si vous en voulez plus, écrivez-le dans le formulaire de rétro. Monia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bien, moi, je répéterais que vous faites déjà de très belles choses. Allez ajouter quelques domaines. Regarde l'idée que tu viens de donner, justement, comment prendre des photos, toute le netiquette, là, comment se comporter en ligne. Alors, je pense que vous faites déjà de très belles choses. C'est vraiment un tweak, ce que vous faites déjà. Là. On n'est pas en train de vous dire de tout changer, ce que vous êtes en train de faire, ni d'ajouter. En fait, on veut le réorganiser et de l'écrire. Donc, quand on le fait d'une manière consciente, par écrit, par exemple, Julie, tu le faisais déjà, là, enseigner comment prendre une photo, quoi faire, quoi pas faire. Mais maintenant, si tu l'ajoutes d'une manière consciente, ben là, quand vient le temps d'évaluer, c'est beaucoup plus facile, puis on gagne beaucoup de temps. Et si vous avez besoin d'idées, là, appelez-moi. Alors, je vais prendre la balle au bon pour vous dire que, mesdames, je vais vous remercier pour commencer pour cette formation. Le monde de l'évaluation est très vaste. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, on en a effleuré un petit peu. Moi, ça m'a encore donné le goût d'en savoir plus. Et puis là, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vous reviens. Puis en même temps, vous pouvez peut-être remettre le formulaire de rétro avant que les gens quittent. Encore une fois, merci. Ben, merci pour ces échanges. Ça a été très enrichissant pour nous. Oui, puis c'est ça, il faut